Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le cirque du Forum économique mondial de Davos. Vous allez voir comment il commence à paniquer de partout. Il commence à demander l'amnistie avec des airs de victimes, d'incompris, de total innocents. On va commencer à se régaler. Alors abonnez-vous les amis, activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette forte période de censure. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Alors on va commencer de suite avec une petite vidéo d'Alex Jones qui déjà en 2002 nous révélait tous leurs plans, c'est maintenant. Les faits et le bon sens sont en place. Oui, il y a des empires corrompus. Oui, ils manipulent. Oui, il existe des sociétés secrètes. Oui, il existe des oligarchies à travers l'histoire. Et oui, aujourd'hui, en 2002, il y a une organisation tyrannique qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial. En poussant pour un gouvernement mondial, une société sans argent liquide, des frontières ouvertes, une tyrannie totale et complète, où les êtres humains sont absolument sans valeur. Nous sommes plus de 6,5 milliards et les mondialistes l'ont dit plusieurs fois. Nous sommes trop nombreux, nous causons un problème, nous devons être éliminés à 80%. C'est incroyable d'en parler, mais ce sont les mondialistes, l'ONU, leur propre déclaration publique. Donc Alex Jones avait déjà vu tout juste à l'époque, et regardez ce qu'il nous dit maintenant, 20 ans après. Quand vous allez sur X, anciennement Twitter, ou sur Instagram, ou n'importe où, il y aura une vidéo de Bill Gates ou de Klaus Schwab avec 10 millions de vues. Il y aura 20 000 commentaires, et je les ai regardés. Il y a peut-être un seul commentaire positif sur le Forum économique mondial, Bill Gates ou Klaus Schwab, vraiment. Je vous le dis, c'est l'effondrement total. Ils n'ont rien, mais c'est bien là le problème. Ils n'ont pas le cerveau des gens. Mais ils ont les armes nucléaires et ils sont psychotiques. Et oui, ils sont néanmoins très dangereux, mais ils commencent à vieillir et leur santé mentale commence autant à dégénérer que leurs esprits, comme Soros l'année dernière. Regardez. The melting of the Greenland ice sheet affects acid would increase. Et oui, des gens comme Soros, Kissinger, Schwab, Gates, Clinton, Rothschild, Rockefeller, Obama commencent à vieillir et ils ont voulu aller trop vite. Du coup, leur plan est en train de capoter, de tomber à l'eau car trop visible et prévisible. Du coup, ils sont très inquiets. Ce qui inquiète les grands dirigeants qui ont été interrogés à l'occasion de ce rapport annuel, c'est la désinformation. C'est désormais perçu comme le risque planétaire numéro 1 pour les 2 ans à venir. Voilà, c'est ce que montre ce rapport cette année. C'est la première fois que ce risque est évoqué dans le rapport. Les experts de Davos l'expliquent. Bon, il y a plusieurs raisons à cela. On peut en parler, mais en tout cas, c'est la surprise de la conclusion de ce rapport cette année. Et oui, les pseudo-génies qui essayaient de couper tous les réseaux de communication et d'information se sont fait griller car ils n'avaient pas pensé aux réseaux sociaux alternatifs et à la levée de boucliers de citoyens engagés pour défendre leurs droits et devoirs. Du coup, maintenant, ils commencent à pleurnicher en essayant de tout censurer à la va-vite avec la présidente non élue de la Commission européenne 3615, Ursula. Cher Klaus, laissez-moi revenir à la préoccupation numéro 1 du rapport sur les risques mondiaux. La désinformation et la mauvaise information. Nous efforçons d'y remédier depuis le tout début de mon mandat. Avec notre loi sur les services numériques, nous avons défini les responsabilités des plateformes Internet sur le contenu qu'elles promeuvent et propagent. Une responsabilité envers les enfants et les groupes vulnérables visés par le discours de haine. Mais c'est aussi une responsabilité envers nos sociétés dans leur ensemble. Parce que la frontière entre en ligne et hors ligne est de plus en plus mince. Et les valeurs que nous chérissons hors ligne devraient aussi être protégées en ligne. Voilà donc plein de blabla pseudo-déontologique pour essayer de rendre acceptable une censure totale et complète de la liberté d'expression, le droit constitutionnel le plus important garantissant toutes nos libertés. Et donc les requins s'attaquent en premier à Twitter avec ici Naomi Oreskes de l'université de Harvard.
Pendant longtemps, j'ai été sur Twitter et maintenant, c'est devenu un endroit si toxique que j'ai conclu que ce n'était pas un endroit qui valait la peine d'où passer du temps. C'est épuisant, vous devez choisir, et vous devez penser, est-ce que c'est l'endroit pour faire passer votre message? Je veux dire, j'ai renoncé à X, quel nom effrayant. Exact. Et je ne sais pas quelle est l'alternative. Sur la question des réseaux sociaux, je dois dire que j'ai aussi quitté Twitter, donc X, parce que oui, c'est toxique. Et oui, Twitter fut déjà une scène de crime par lui-même, mais en plus la liberté d'expression totale permet maintenant de dénoncer tous les crimes à un très grand nombre de nouvelles personnes qui n'avaient aucune idée de l'ampleur de la pieuvre de l'État profond. Alors évidemment, l'État profond prend très très cher et les médias collaborent aussi avec ici la PDG du Wall Street Journal, Emma Tucker. Si vous remontez à vraiment pas si longtemps, comme je le disais, nous possédions les informations, nous en étions les gardiens et nous possédions aussi les faits. Si c'était écrit dans le Wall Street Journal, le New York Times, alors c'était un fait. De nos jours, les gens peuvent aller à toutes sortes de sources différentes et s'interrogent beaucoup plus sur ce que nous disons. Et oui, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à contrôler le narratif, alors ils se perdent dans des mensonges de plus en plus grossiers qui n'arrivent plus à convaincre personne. Même ma tante commence à douter, c'est pour dire. Et écoutez Nicolas Vidal. Nicolas Vidal, cette désinformation. Alors moi je veux bien sûr que nous sommes contre la désinformation, tous contre les fameuses fake news. Bon, enfin, est-ce qu'elle existe? Alors qui vise-t-il à votre avis c'est les auteurs de ce rapport de Davos? André Berkoff, c'est tous les canaux libres, les voix dissidentes, des gens finalement, comme je le dis dans mon livre, qui réfléchissent, qui sont des véritables citoyens. Et quand on se penche sur Davos, il faut quand même revenir à 2017. Vous le savez, André Berkoff, il y a eu le Brexit et puis il y a eu l'élection de Donald Trump. Et c'est à ce moment-là que Davos met la main sur le contrôle de l'information. C'est-à-dire que finalement, ils ont estimé que les gens étaient trop mal informés. Mal informés pour qui? Par qui? Peut-être des gens peut-être comme nous, bien entendu, et ils ont reproché aux gens d'avoir finalement, ça c'est ma grille de lecture, d'avoir trop de libre arbitre et d'avoir fait le Brexit notamment, ou avoir fait élire Donald Trump aux États-Unis. Donc les gens qui sont visés, c'est tous les gens qui portent une parole libre, c'est tous les médias indépendants qui donnent des voix, qui portent des voix discordantes et qui ont des grilles de lecture bien loin de la mondialisation, du globalisme et de tout ce que prend Davos. Parce que c'est un vrai risque pour eux que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Et je finis par là. Finalement, les autruches et les tubes digestifs, j'ai envie de vous le dire, ce sont les moutons de premier choix du World Economic Forum et de Davos. Parce que les gens qui ne s'intéressent à rien, ce sont les proies faciles, finalement, des gens qui sont là pour soumettre à la propagande de l'information. Vous le savez, les médias de masse qui façonnent les petits esprits fragiles. Bien évidemment, dans ce monde biaisé par leurs soins, c'est toujours l'effet miroir, ce qu'ils appellent la désinformation, c'est en fait toute la vérité qui les dérange. Du coup, ils veulent la cacher sous le tapis à grands coups de bottes nasillardes, alors que la vraie désinformation, elle est chez eux, comme ici, avec la von der Leyen. Bien sûr, comme dans toutes les démocraties, notre liberté s'accompagne de risques. Il y aura toujours des gens qui essaieront d'exploiter notre ouverture, de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y aura toujours des tentatives pour nous faire dévier de notre chemin, par exemple par la désinformation et la mauvaise information. Et nulle part ailleurs on ne l'a vu, autant que sur la question de l'Ukraine. Permettez-moi donc de vous fournir de vraies informations. La Russie échoue sur le plan stratégique. Il s'agit avant tout d'un échec militaire. Voilà, donc selon cette menteuse, la Russie échoue sur le plan militaire, alors que dans le même temps, comme dirait l'autre, voilà ce que nous dit Zelensky. Il y aura une crise majeure, c'est la guerre, et ce sera une grande crise pour toute l'Europe, parce que sans l'aide des États-Unis d'Amérique, sans l'aide de l'Union européenne, l'Ukraine se battra, mais l'Ukraine sera plus faible et ce sera l'occasion pour la Russie de nous envahir. Et une fois qu'ils nous auront envahis, croyez-moi, ce sera la guerre de l'OTAN avec la Fédération de Russie. Je pense honnêtement que c'est ce que Poutine veut vraiment.
Alors non, Poutine s'en fout d'envahir l'OTAN. Ce que Poutine veut, c'est que l'OTAN n'envahisse pas la Russie. Et même le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est obligé d'admettre que l'Ukraine, donc Ukraine plus OTAN, sont en train de prendre une déculottée sévère. La situation sur le champ de bataille est extrêmement difficile. Les Russes poussent maintenant sur de nombreuses lignes de front. Et bien sûr, la grande offensive que les Ukrainiens ont lancée l'été dernier n'a pas donné les résultats que nous espérions tous. Et nous voyons tous comment la Russie se renforce, comment elle acquiert des drones auprès de l'Iran. Elle construit ses propres usines de drones. Elle obtient des munitions et des missiles balistiques de la Corée du Nord. Et a aussi fait preuve d'une grande tolérance à l'égard des pertes. Donc dans l'ensemble, la Russie est en train de pousser fort. Et c'est sérieux, et nous ne devrions jamais sous-estimer la Russie. Et oui, maintenant, ils se rendent juste compte que la Russie s'était préparée, car elle voyait venir cette guerre que préparait l'OTAN depuis très longtemps. Malheureusement, le peuple ukrainien est envoyé à la boucherie pour les profits des assoiffés du pouvoir. Il est grand temps que tout ce monde change enfin. Et donc maintenant, ces dégénérés veulent rétablir la confiance. La Chine, l'Union européenne, l'Ukraine et les États-Unis, ce sont ces pays qui présentent leur point de vue sur la manière de rétablir la confiance. Le Premier ministre chinois, le président ukrainien, le Conseil à la sécurité nationale américain et la présidente de la Commission européenne sont tous à Davos, à l'occasion de la réunion annuelle du Forum économique mondial. La grande question est de savoir si le Premier ministre chinois va s'asseoir avec Volodymyr Zelensky et les alliés de l'Ukraine. La Chine n'a pas participé aux pourparlers sur la formule de paix de l'Ukraine ce dimanche au niveau des conseillers à la sécurité nationale. Kiev pourra-t-il changer cela et rallier l'un des plus proches alliés de la Russie ? Alors, la réponse, le Premier ministre chinois n'a pas voulu s'asseoir avec les alliés de l'Ukraine, le pseudo-axe du bien, car les Chinois se sont aussi rendus compte qu'après un potentiel découpage de la Russie, l'OTAN voulait également s'attaquer à la Chine. Alors, évidemment, ils n'ont pas trop envie de s'associer avec ces bouchers, et donc en ce moment, l'État profond galère, il manque d'hommes en Ukraine. Alors Jack Madison, eurodéputé estonien, propose une solution. La semaine dernière, nous avons eu l'honneur d'accueillir M. Zelensky à Tallinn et il a dit très clairement qu'il avait besoin d'hommes. Ils ont besoin de plus d'hommes parce que des milliers d'hommes sont morts du côté ukrainien. Mais en Europe, nous avons près de 800 000 hommes ukrainiens qui ont illégalement enfreint les lois ukrainiennes en fuyant l'Ukraine comme des lâches. Et nous devons aider l'Ukraine avec ces hommes, ainsi qu'avec l'aide militaire afin qu'ils ne meurent pas en Ukraine, afin qu'ils se battent pour l'Ukraine et gagnent cette guerre. Voilà donc, puisque ce gars, depuis son pupitre, semble courageux, je propose simplement qu'il aille aider ses potes ukrainiens au combat et écouter Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères en Russie. Il n'y a aucun espoir que la Russie soit vaincue de quelque manière que ce soit. Cela a déjà été dit à maintes reprises. Ceux qui n'ont pas étudié l'histoire et la géographie, ils sont nombreux en Occident, bien sûr ne savent pas grand-chose. Ils peuvent fantasmer là-dessus ou bien écrire un nouveau scénario pour Kvartal 95 dont nous avons parlé. Mais cela n'a aucun rapport avec la réalité. Voilà, donc la réponse est claire et cinglante. La Russie n'envisage en aucun cas d'abdiquer et se battra jusqu'à la victoire. Voilà qui est dit. Passons maintenant à la fameuse maladie X de Tedros Ghebreyesus, patron de l'OMS. Surtout la maladie X, elle attire beaucoup d'attention et j'espère que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas une idée nouvelle. La première fois que nous avons utilisé cette terminologie, c'était en 2018. Les discussions ont eu lieu en 2017. Comme vous le savez, nous parlons chaque année des maladies émergentes et le MERS pourrait être l'une d'entre elles, le Zika, l'Ebola, celles que nous connaissons. Nous avons dit qu'il y a des choses inconnues qui peuvent arriver et que tout ce qui arrive est une question de quand, pas si. Nous avons donc besoin d'un espace réservé pour cela, pour les maladies que nous ne connaissons pas, ça peut arriver. C'est à ce moment-là que nous avons donné le nom de maladie X. Donc la maladie X est un espace réservé à une maladie inconnue.
Je voulais commencer par clarifier cela, car il y a déjà beaucoup d'attention. Si je peux, bien que le Covid soit venu immédiatement, on se préparait pour le Covid. Donc si vous avez une maladie similaire au Covid, vous pouvez même appeler Covid la première maladie X. Que ce soit dans les systèmes de santé ou même dans le secteur privé, par exemple dans la recherche et dans le développement, vous pouvez vous y préparer. En fait, tout a commencé avec cette maladie X, avec un plan de recherche et de développement. C'est un plan. Et la recherche et le développement devraient être au centre aussi. Et nous devrions tester des médicaments pour tester d'autres outils. Ouais, donc normalement, la maladie X, selon une quelconque logique de ces fous furieux, devrait arriver après le vote du traité pandémique de l'OMS. Ce traité qui, s'il est voté par les différents pays du monde, donnera tous les droits à l'OMS et une souveraineté mondiale en cas de pandémie. Je rappelle que l'OMS est financée principalement par Bill Gates et les labos, donc par BlackRock et donc par Vanguard. Voilà, donc la maladie X, cette pandémie qui devrait décimer 80% de la population mondiale, devrait arriver en octobre s'ils arrivent à gagner le vote. Et pourquoi en octobre? Parce que Trump pourrait remporter potentiellement les élections américaines en novembre et que ça, ils ne le veulent pas. Mais en attendant, regardez comment le patron de l'OMS est obligé de fuir les questions des journalistes de Rebel News. Bonjour Dr Tedros. Est-ce que je peux vous demander, Dr Tedros, comment allez-vous? Est-ce que vous pensez que vous avez bien fait pendant le Covid et que vous allez faire aussi bien avec la maladie X? Monsieur Tedros, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous par rapport au Covid? Nous aimerions vous accompagner à la réunion. Est-ce une réunion sur la maladie X? Qu'est-ce que c'est que la maladie X? Monsieur Tedros, qu'est-ce que c'est que la maladie X? Et quand prévoyez-vous de la relâcher? Comment allez-vous? J'aimerais vous parler, docteur. Est-ce que vous vous excusez pour ce que vous avez fait pendant le Covid? Est-ce que vous condamnez les décisions de santé publique? Allez-vous vous excuser pour avoir eu tout faux? Des obligations de masques, des obligations vaccinales? Ne vous poussez pas. Docteur Tedros, c'est votre chance de vous excuser. De vous excuser au monde pour votre rôle pendant le Covid. Alors ce mec n'a aucune envie de s'excuser, il finira en prison. En tout cas, la Russie était au courant que les États-Unis pouvaient fabriquer des armes biologiques et déclencher des pandémies. Les États-Unis, comme en 2019, ont commencé à préparer une nouvelle pandémie en cherchant à muter les virus. Nous n'excluons pas la possibilité que les États-Unis utilisent des soi-disant technologies de défense dans une capacité offensive, mais aussi dans l'objectif de globalisation, en créant des situations de crise biologique. Et oui, car en cas de pandémie, tout le monde a peur, et donc ils prennent le contrôle, car la peur est l'outil d'excellence pour pouvoir asservir des peuples. Et écoutez, Jeremy Hunt, chancelier de l'échiquier britannique. Mais en tant que politicien, je regarde les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, quand nous aurons la prochaine pandémie, nous ne voulons pas avoir à attendre 1 an avant d'avoir le vaccin. Et si l'IA peut réduire le temps nécessaire pour obtenir ce vaccin à 1 mois, alors c'est un énorme pas pour l'humanité. Ouais, donc selon cet imposteur, un vaccin nous sauvera toujours d'un virus inconnu, même si le virus n'existe pas encore ou n'existera peut-être jamais. Et ils veulent vraiment cette pandémie. Écoutons Gates en juillet 2020. Alors bon, il faut se préparer pour le prochain virus. Celui-là, vous savez, je dirais, aura plus d'attention cette fois-ci. Et oui, un vrai psychopathe, potentiel pédophile de surcroît, qui aimait très souvent visiter l'île d'Epstein. Allez savoir pourquoi. C'est des purs déjantés comme cette Jojo Mehta, présidente du sommet annuel du WEF à Davos. Je veux dire, le mot écocide est de plus en plus connu dans le monde entier. Et le concept est généralement celui des dégâts massifs et de la destruction de la nature, mais légalement parlant,
Ce que notre organisation et nos autres collaborateurs visent à faire est de faire reconnaître cela légalement comme un crime grave. Parce que l'un des problèmes qui imprègne toute cette discussion, c'est qu'on a une sorte d'habitude culturelle très enracinée de ne pas prendre au sérieux les dommages causés à la nature alors que nous subissons les dommages aux personnes et aux biens. Et ça, je veux dire, si vous faites campagne pour les droits de l'homme, au moins vous savez, les meurtres de masse, la torture, tout cela sont des crimes graves, mais il n'existe pas d'équivalent dans le domaine environnemental. Et donc, contrairement à un crime international comme le génocide, qui implique une intention spécifique, avec l'écocide, ce que l'on voit, c'est en réalité ce que les gens essayent de faire, ce que les entreprises essayent de faire, c'est de gagner de l'argent. C'est une ferme, c'est du poisson, c'est de faire toutes ces choses qui produisent de l'énergie et ainsi de suite. Mais ce qui manque, c'est la prise de conscience et la conscience des effets secondaires autour des dommages collatéraux qui en découlent. Voilà ce qu'on retrouve dans cette assemblée d'illuminer cette femme présidente du sommet annuel du WEF à Davos parle d'écocide alors que les plus gros pollueurs de la planète sont dans leur salle à Davos, les plus gros industriels et les milliardaires avec leurs jets privés. Enfin bref, ces gens ne sont pas crédibles du tout, il n'y a aucune logique, aucune intelligence dans tout ce qu'ils disent. Et écoutez Jesse Waters. Les personnes les plus puissantes du monde se réunissent à Davos, en Suisse, cette semaine pour ce qu'ils appellent le Forum économique mondial, où ils concoctent des idées folles pour s'enrichir et rendre nos vies misérables. Voyons un peu comment s'est déroulée la journée, d'accord ? Why should I? C'est la chef Putani Yawanawa. Elle vient de la forêt amazonienne et a effectué une cérémonie afin que nous puissions entendre la voix de la forêt. Et maintenant que Davos a été blanchi, ils peuvent retourner au pillage. John Kerry passe la semaine au Forum économique mondial, c'est le Super Bowl des fétichistes de l'énergie solaire. Kerry est le tsar du climat de Biden et il a convaincu Joe Biden d'investir des milliards dans les voitures électriques. Sauf que les véhicules électriques et le froid ne font pas bon ménage. La batterie se décharge en permanence et au cours des 4 derniers jours, nous l'avons rechargée 7 fois. Allez! Ces derniers jours, le temps a été négatif, moins 10, moins 12, négatif tout court. Je ne peux même pas recharger mon véhicule. Et puis il y a toutes ces voitures qui attendent ici. Et ces Tesla, ces bornes sont en panne. Et Kerry dit qu'il ne faut rien croire de tout cela. Les véhicules électriques fonctionnent sans problème, c'est de la désinformation. Il y a une politique très claire qui a malheureusement été attaquée par des personnes qui se livrent à une désinformation de grande ampleur. Ils ont essayé d'effrayer les gens à propos de l'autonomie des véhicules, ce qui a provoqué une certaine inquiétude quant à l'autonomie. Une inquiétude quant à l'autonomie. Les gens sont inquiets parce que leurs voitures n'ont plus d'énergie lorsque les températures tombent en dessous de 0, et non à cause de la désinformation. Il s'agit tout bonnement d'un constat. Ils veulent des voitures électriques obligatoires qui roulent environ 2 heures. Qu'allez-vous faire? Tout le monde sera assis sur l'autoroute à la recherche d'une petite prise. Quelqu'un a-t-il une prise? Ma voiture vient de s'arrêter, cela fait 1h51 que je conduis. Et même les cimetières de véhicules électriques gelés n'empêcheront pas Uber d'électrifier l'ensemble de sa flotte. Nous sommes totalement engagés dans l'électrification de nos flottes. Nous avons parlé de 2030 aux États-Unis, au Canada, en Europe et en 2040 dans le monde entier. Si vous avez besoin de vous rendre à l'aéroport en hiver, mieux vaut que vous appeliez un taxi. Voilà, et c'était exactement la même chose sur les routes scandinaves. Toutes les voitures étaient arrêtées en pleine autoroute et c'était à cause des voitures électriques qui avaient leur batterie totalement déchargée par le froid, c'est dommage, et bloqué de fait toute la circulation. Et regardez un de ces alarmistes du climat qui a gagné une fortune par ses mensonges. Pourquoi toujours cette empreinte carbone chaque fois que vous venez ici?
Pensez que c'est nécessaire? Les paysans payent pour vos crimes. C'est une question stupide. Vraiment? Est-ce plus stupide que le fait que vous veniez ici pour nous le dire? Pardon? On en a assez. On en a assez maintenant. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous ne pouvez pas nous toucher. Nous sommes dans une société libre. Nous avons la liberté de la presse. Pourquoi pensez-vous que vous êtes plus important? Votre empreinte carbone n'a pas d'importance? Le reste du monde... Personne n'a suggéré ça. Personne n'a jamais suggéré ça. N'inventez pas des questions stupides. Votre présence ici les implique. Le fait de venir ici chaque année, ce que vous y faites, les implique. Pourquoi ne puis-je pas poser des questions? Qui êtes-vous? Pourquoi essayez-vous de m'intimider? Beaucoup de gens disent non à la plupart des politiques et des agendas qu'ils promeuvent. On ne laisse pas le choix, alors pourquoi ne pouvons-nous pas poser nos questions dans un espace public? Pourquoi travaillez-vous aussi dur pour protéger un tel criminel? C'est vrai, pourquoi protégez-vous les criminels? Et oui, c'est clairement des criminels qui viennent parler du climat, d'un réchauffement climatique fantôme. Ils viennent à Davos en jet privé sur l'aéroport en bas de la montagne et prennent des berlines limousines pour arriver en haut de la montagne. Et ils viennent nous dire que c'est ta 4L qui pollue, c'est toi le responsable avec ta moto. Écoutez. Florian Schilder et Séverine Ambrus. Sur l'artère principale de Davos, à quelques jours du WEF, partout on charge, on décharge, on monte et on remonte. Les innombrables constructions provisoires qui chaque année apparaissent afin d'accueillir les événements satellites, toujours plus nombreux à être organisés dans le sillage du forum. Ça va être loué à différentes entreprises qui participent au WEF. Alors plus possible de faire du shopping et même pas vraiment non plus de se promener, se désole cette propriétaire de résidence secondaire venue d'Allemagne. C'est vraiment très spécial où qu'on aille, à tel point que nous ne viendrons plus à cette période l'an prochain. C'est pas très agréable. Non, vraiment pas. Il y a des bouchons sur la promenade, ça sent les gaz d'échappement. Bah oui, ça pue le pétrole, ces gars viennent polluer la montagne, en plus de nous polluer les esprits pour mieux nous esclavager très bientôt avec le CBDC, la fameuse monnaie numérique des banques centrales. Écoutons Donald Trump sur le sujet. Ce soir, je fais également une autre promesse pour protéger les Américains de la tyrannie gouvernementale. En tant que président, je n'autoriserai jamais la création d'une monnaie numérique par une banque centrale. Et oui, clairement, Trump est l'ennemi public numéro 1 de l'État profond, car avec le CBDC, la monnaie numérique des banques centrales, il pourrait faire beaucoup de choses, dont ça. La dernière chose que j'ajouterais, c'est que si vous réfléchissez aux avantages de la monnaie numérique, les gains potentiels sont considérables. Il ne s'agit pas seulement d'une forme numérique de la monnaie physique. Vous pouvez mettre en place la programmabilité des unités monétaires de banque centrale avec une date d'expiration. Vous pourriez avoir, comme mentionné dans mon livre, un monde potentiellement meilleur que certains pourraient considérer comme pire, où le gouvernement décide que les unités de monnaie de banque centrale peuvent être utilisées pour acheter certaines choses, mais pas d'autres qu'ils jugent moins souhaitables, comme par exemple des munitions, de la drogue, de la pornographie ou des choses de ce genre. Et c'est un outil très puissant en termes d'utilisation, une CBDC. Et je pense que c'est aussi extrêmement dangereux pour les banques centrales, parce qu'en fin de compte, si vous avez différentes unités de monnaie de banque centrale avec des caractéristiques différentes, et si l'on utilise la monnaie de banque centrale comme moteur de la politique économique d'une manière très spécifique, cela pourrait vraiment affecter l'intégrité de la monnaie de la banque centrale ainsi que l'intégrité et l'indépendance des banques centrales. Il existe donc de merveilleuses idées qui peuvent être réalisées avec de l'argent numérique. Mais encore une fois, je crains que cette technologie pourrait nous mener au meilleur, tout comme elle pourrait nous mener au pire. Alors évidemment, entre les mains des banques centrales appartenant aux Rothschild, ceux qui financent des guerres à leur profit, il semble indéniable que nous atteindrions le sommet de la montagne du pire. Écoutons Nigel Farage sur le sujet. Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, peut être la plus grande partisane de ce redoutable passeport Covid, plaidait en faveur du fait que nous devrions tous avoir des cartes d'identité numériques, car l'avenir sera numérique. Vous ne devriez pas avoir de vie privée apparemment. Oui, c'est ce qu'elle croit. Elle affirme que les cartes d'identité peuvent être un véritable stimulant pour les économies émergentes. L'astuce consiste à mettre en place une infrastructure numérique publique qui soit interopérable, ouverte à tous et fiable. Nigel Farage, ancien leader du parti du Brexit, me rejoint pour expliquer à quel point cette mesure est dangereuse. Nigel, il s'agit d'un contrôle gouvernemental mondial visant à quoi? Redistribuer les richesses de la planète?
au détriment des pays dits riches vers tous les autres pays. Il s'agit d'instaurer un contrôle, n'est-ce pas? Il s'agit de l'exemple le plus flagrant que nous ayons jamais vu de la part d'un dirigeant mondial. Von der Leyen est la présidente de la Commission européenne. 450 millions de personnes vivent au sein de cette union. Soit dit en passant, elle n'est pas élue, elle est nommée. Et la voilà qui déclare effrontément que nous avons tous besoin d'une carte d'identité numérique ou d'une application sur nos téléphones. N'oubliez pas que la France et l'Allemagne essayent déjà cela. Concernant l'Union européenne, elle souhaite que cette mesure soit mise en place d'ici le début des années 2030. Et j'ajouterais qu'elle soit soutenue par une monnaie numérique de la Banque centrale, pour faire en sorte que nous vivions dans une société sans argent liquide. Et à présent, elle veut que tout cela devienne mondial. Imaginez un peu. Sur cette carte d'identité figureront non seulement votre date de naissance, votre sexe, la couleur de vos yeux, votre taille, votre poids approximatif, mais aussi votre statut vaccinal, votre situation financière. Et Dieu sait ce qu'il y aura d'autre sur cette carte. Imaginez un peu si ces données tombaient entre les mains d'individus malveillants. Si vous y réfléchissez, c'est là tout son intérêt. J'ai parlé à quelqu'un qui a été récemment débancarisé en raison de ses opinions politiques. Ce qui arrive aussi en Amérique, comme vous le savez, à beaucoup de gens. Si nous n'y prenons pas garde, nous nous dirigeons vers un système de crédit social à la chinoise, dans lequel, si vous ne vous ralliez pas à l'opinion du moment, vous deviendrez une personne sans reconnaissance. Je ne vois pas d'initiative plus dangereuse que celle-ci. Le problème est que nous devons nous demander si nos dirigeants croient réellement en notre nation. Est-ce qu'ils sont prêts à abandonner la souveraineté à l'Organisation mondiale de la santé ? Nations Unies, à l'Union européenne, et Dieu sait ce qui s'en suivra. En vérité, le monde sera meilleur, plus prospère et plus pacifique si les États-nations démocratiques coopèrent et commercent ensemble, au lieu d'abandonner leur pouvoir à des bureaucrates non élus. C'était le message du Brexit il y a quelques années. Je pense donc que ce qu'a fait notre petite île constitue un message plus fort pour le monde. Et en particulier, après ce qu'a dit Von der Leyen, nous devons tout simplement dire non. Nous croyons en la liberté, nous croyons en la liberté, nous croyons en l'État-nation. Voilà, clairement, il pourrait désactiver toutes les voix dissidentes, absolument de tout, en un seul clic. Plus d'argent, plus d'internet, plus de réseaux sociaux, plus de papier, plus aucune existence, car toute notre vie serait reliée uniquement à une identité entièrement numérique, comme le CBDC. Mais il commence maintenant quand même vraiment à flipper. Écoutons Yuval Noah Harari, un des architectes de leur plan. Est-ce que vous êtes inquiet à l'idée que Trump puisse être réélu? Je pense que c'est très probable. Et si cela se produit, ce sera probablement une sorte de coup de grâce à ce qui reste de l'ordre mondial. Il le dit ouvertement. Maintenant, encore une fois, il devrait être clair que beaucoup de ces politiciens présentent une fausse dichotomie, une fausse vision binaire du monde, comme si vous deviez choisir entre le patriotisme et le mondialisme, entre être loyal à votre nation et être loyal à une sorte de, je sais pas, de gouvernement mondial ou autre. Et oui, donc ils commencent à s'éclipser alors que pourtant leur plan était clair. Réécoutons un des passages de Klaus Schwab en 2022. Vous n'êtes même plus obligé d'organiser des élections parce que vous pouvez déjà prédire et ensuite dire pourquoi nous avons besoin d'élections, parce que nous savons quel sera le résultat. Et oui, ce gars voulait se passer des votes démocratiques car l'intelligence artificielle pouvait déjà prédire les résultats. Mais bien évidemment, une intelligence artificielle prédit toujours les résultats qui arrangent ses propriétaires. Allez, on va passer au toutou national de Davos avec un excellent passage de TV Liberté. Le spectacle présidentiel à peine terminé que le président devait déjà faire ses valises. Direction la Suisse. En effet, Emmanuel Macron se rendait mercredi à Davos pour le Forum économique mondial. L'occasion pour lui de vanter son réarmement économique, nouvelle formule pour évoquer la réindustrialisation du pays. Drôle de vocabulaire guerrier dans un pays qui connaît des pénuries de Doliprane. Après avoir surjoué la proximité avec les Français dans le ton paternaliste qu'on lui connaît, le président s'est donc envolé direction la sauterie mondialiste par excellence. En effet, le Forum économique mondial est une fondation à but non lucratif qui agit comme plateforme et comme lobby. Chaque année, elle organise une rencontre en janvier rassemblant les puissants de ce monde. Personnalités politiques, patrons de multinationales, milliardaires, idéologues, acteurs, créée
par le théoricien du Great Reset, l'allemand Klaus Schwab, en 1971. Il se donne pour but officiel d'améliorer la situation du monde. Cet événement est surtout un grand moment d'entre-soi de la caste mondialisée. Des célébrités comme Bono et Leonardo DiCaprio côtoient le temps de quelques jours des hommes fortunés venant vendre un capitalisme responsable. Les soirées qui sont organisées pendant le forum permettent un défoulement de mauvais goût avec ce que l'argent illimité peut permettre. Des personnalités controversées ont grenouillé à Davos à la fin des années 1990. Le ministre de l'économie Dominique Strauss-Kahn, de passage au forum, aurait tenté de violer la journaliste italienne Mirta Merlino. Le prince Andrew de la couronne britannique avait aussi son rond de serviette dans cette petite ville suisse. En 2008, il y était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international et l'investissement. Empêtré dans l'affaire Weinstein, il ne devrait pas montrer sa trombine royale lors du sommet 2024. Ce sommet de l'entre-soi est l'occasion de développer son réseau pour nombre d'acteurs, mais aussi de communiquer, ce qu'apprécie tout particulièrement le président français. Pour ce déplacement, il est parti flanqué de 4 présidents de région, tous issus de la droite. Christelle Morancet pour les Pays de la Loire, Valérie Pécresse pour l'Île-de-France, Franck Leroy pour le Grand Est et Renaud Muselier pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le but à Davos pour le président est de défendre son bilan et l'attractivité de la France ainsi que ce qu'il nomme la réindustrialisation du pays. Accompagné de 20 chefs d'entreprise, mais pas de très grandes entreprises, il va jouer la proximité au royaume des milliardaires et des banques. On lui souhaite bon courage. En effet, un projet d'investissement ne crée en moyenne que 33 emplois en France quand il en génère 58 en Allemagne, selon EY et son baromètre de l'attractivité. Reste à voir si le baratin, qui marche tant bien que mal en France, fonctionnera auprès de ses semblables davosiens. Ouais, donc préparez les sacs à vomi, on l'écoute de suite. Nous allons ouvrir un temps 2 de l'accélération, de l'attractivité, de l'innovation en France. D'abord en consolidant nos grands programmes France 2030, notre programme d'attractivité avec Business France, pour continuer de faire davantage et rester leader européen sur ce sujet. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail, en durcissant les règles de l'assurance chômage, en ayant aussi beaucoup plus de simplicité sur les embauches et l'organisation, et en favorisant tout ce qu'on peut transférer au niveau de l'entreprise dans les négociations. Ensuite, nous allons à nouveau ouvrir un grand train de simplification et de réduction des délais dans de nombreux secteurs. Je l'ai annoncé hier. Simplification, accélération, montée des seuils et décalage des seuils, réduction des délais pour les grands projets industriels, les projets agricoles, les projets dans le renouvelable, les projets dans le logement. Ensuite, nous allons poursuivre la dynamique de réindustrialisation avec de nouvelles mesures d'attractivité, en particulier pour attirer les financements. Et donc le toutou de Schwab annonce qu'il a bien appris sa leçon et récite ses devoirs devant ses maîtres. Il veut donc durcir encore plus les conditions d'accès au chômage après toutes les cases successives qu'il a déjà réalisées. À partir de demain, ça sera plus compliqué de toucher son chômage. Le gouvernement a décidé de durcir les règles. Avant, il fallait avoir travaillé 4 mois pendant les derniers 28 mois. Et maintenant, il faudra avoir travaillé 6 mois dans les derniers 24 mois. Nous vous informons qu'à compter du 1er novembre 2019, les conditions pour recharger vos droits changent. Jusqu'à présent, pour recharger ses droits, un CDD d'1 mois suffisait. Avec la réforme, elle devra en travailler au moins 6 pour toucher des indemnités. Si elle ne retrouve pas d'emploi d'ici Noël, Régine perdra tous ses droits au chômage. L'objectif de cette réforme, c'est de moduler en fait l'assurance chômage en fonction de la conjoncture. La durée d'indemnisation va baisser, elle, de 25% et ça va concerner tous les chômeurs, y compris les seniors. Baisser la durée d'indemnisation des chômeurs lorsque le chômage baisse, est-ce que c'est une mesure punitive pour les chômeurs ? Non, c'est une mesure juste. Si les qualifications ne sont pas les mêmes que les postes recherchés, vous dites quoi à un plombier ? Il faut que vous deveniez, serveur dans un restaurant. Nos compatriotes ne peuvent pas comprendre. À la surprise générale, un projet de décret du gouvernement a été dévoilé il y a quelques jours et il prévoit un nouveau durcissement de la réforme de l'assurance chômage. Je m'explique, si le taux de chômage passe sous la barre des 6%, les chômeurs verront leur durée d'indemnisation raccourcie de 40%. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail, en durcissant les règles de l'assurance chômage. Ouais, donc Macron ne s'attaque pas du tout au chômage, il vire simplement les chômeurs, les met au RSA et les fait travailler à moindre coût pour des multinationales qui se gavent de pognon. La boucle est bouclée, mais bien sûr, toute la France adore Macron.
Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du Monde de rugby. Alors Macron était très triste après s'être fait siffler copieusement pendant la Coupe du Monde de rugby devant les télés du monde entier. Alors il est sorti en boîte et j'ai reçu quelques images en exclusivité. Alors bien évidemment, ces images sont totalement confidentielles, alors surtout gardez-les bien pour vous, uniquement pour vous, et donc sans aucune transition. Le petit toutou de Davos a reçu sa médaille pour son toilettage très poudré. D'ailleurs, dans la foulée, il s'est fait remettre un prix par Monsieur Schwab, le fondateur de Davos, et ce prix n'a été reçu que par 6 personnes en 40 ans. Ouais, donc tout le monde clappe dans les mains, le nono s'est bien reçu, le parasite des Rothschild est très content, il remue la papaye. Et n'oublions jamais que ce parasite fut élu grâce à l'aide d'autres parasites du système. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, tout le monde aura bien compris que toute la gauche fait partie du système et aura permis à Macron d'arriver sur son trône. Ils sont là uniquement pour prétendre à une pseudo-démocratie. Nous vivons dans un monde totalement biaisé, alors que pendant ce temps-là, le nouveau président argentin, Javier Milei, arrivait dans un avion classique. Allez. Ella ha escrito esto. Soy yo. Okay. Alors clairement, on peut dire que Javier Milei est à des milliers de kilomètres des autres présidents et que ses paroles sont aussi remplies de vérité, et le tout même en plein sommet de Davos. Son intervention dure 26 minutes et je vous l'ai mise en entière, non doublée, car elle méritait d'être écoutée, profitée. Today, I'm here to tell you that the Western world is in danger. And it is endangered because those who are supposed to have to defend the values of the West are co-opted by a vision of the world that inexorably leads to socialism and thereby to poverty. Unfortunately, in recent decades, motivated by some well-meaning individuals willing to help others, and others motivated by the wish to belong to a privileged caste, the main leaders of the Western world have abandoned the model of freedom for different versions of what we call collectivism. We're here to tell you that collectivist experiments are never the solution to the problems that afflict the citizens of the world. Rather, they are the root cause. Do believe me, no one better placed than us, Argentines, to testify to these 2 points. When we adopted the model of freedom back in 1860, in 35 years we became a leading world power. And when we embraced collectivism over the course of the last 100 years, we saw how our citizens started to become systematically impoverished, and we dropped to spot number 140 globally. But before having the discussion, it would first be important for us to take a look at the data that demonstrate why free enterprise capitalism is not just the only possible system to end world poverty, but also that it's the only morally desirable system to achieve this. If we look at the history of economic progress, we can see how between the year 0 and the year 1800 approximately, world per capita GDP practically remained constant throughout the whole reference period. If you look at a graph of the evolution of economic growth throughout the history of humanity, you would see a hockey stick graph, an exponential function that remained constant for 90% of the time and which was exponentially triggered starting in the 19th century. The only exception to this history of stagnation was in the late 15th century with the discovery of the American continent. But for this exception, throughout the whole period between the year 0 and the year 1800, global per capita GDP stagnated.
Now, it's not just that capitalism brought about an explosion in wealth from the moment it was adopted as an economic system. But also, if you look at the data, what you will see is that growth continues to accelerate throughout the whole period. And throughout the whole period between the year 0 and the year 1800, the per capita GDP growth rate remained stable at around 0.02% annually, so almost no growth. Starting in the 19th century, with the Industrial Revolution, the compound annual growth rate was 0.66%. And at that rate, in order to double per capita GDP, you would need some 107 years. Now, if you look at the period between the year 1900 and the year 1950, the growth rate accelerated to 1.66% a year. So you no longer need 107 years to double per capita GDP, but 66. And if you take the period between 1950 and the year 2000, you will see that the growth rate was 2.1%. Again, the CAGR, which would mean that in only 33 years we could double the world's per capita GDP. This trend, far from stopping, remains well alive today. If we take the period between the year 2000 and 2023, the growth rate again accelerated to 3% a year, which means that we could double world per capita GDP in just 23 years. That said, when you look at per capita GDP since the year 1800 and until today, what you will see is that after the Industrial Revolution, global per capita GDP multiplied by over 15 times, which meant a boom in growth that lifted 90% of the global population out of poverty. We should remember that by the year 1800, about 95% of the world's population lived in extreme poverty, and that figure dropped to 5% by the year 2020, prior to the pandemic. The conclusion is obvious. Far from being the cause of our problems, free trade capitalism as an economic system is the only instrument we have to end hunger, poverty, and extreme poverty across our planet. The empirical evidence is unquestionable. Therefore, since there is no doubt that free enterprise capitalism is superior in productive terms, the left-wing doxa has attacked capitalism, alleging matters of morality, saying, that's what the detractors claim, that it's unjust. They say that capitalism is evil because it's individualistic, and that collectivism is good because it's altruistic, of course, with the money of others. So they therefore advocate for social justice. But this concept, which in the developed world became fashionable in recent times, in my country has been a constant in political discourse for over 80 years. The problem is that social justice is not just, and it doesn't contribute either to the general well-being. Quite on the contrary, it's an intrinsically unfair idea because it's violent. It's unjust because the state is financed through tax, and taxes are collected coercively. Or can any one of us say that they voluntarily pay taxes? Which means that the state is financed through coercion, and that the higher the tax burden, the higher the coercion, and the lower the freedom. Those who promote social justice, the advocates, start with the idea that the whole economy is a pie that can be shared differently. But that pie is not a given. It's wealth that is generated in what Israel Kirzner, for instance, calls a market discovery process. If the goods or services offered by a business are not wanted, the business will fail unless it adapts to what the market is demanding. If they make a good quality product at an attractive price, they will do well and produce more. So the market is a discovery process in which the capitalists will find the right path as they move forward. But if the state punishes capitalists when they're successful and gets in the way of the discovery process, they will destroy their incentives, and the consequence is that they will produce less, the pie will be small,
smaller, and this will harm society as a whole. Collectivism, by inhibiting these discovery processes and hindering the appropriation of discoveries, ends up binding the hands of entrepreneurs and prevents them from offering better goods and services at a better price. So how come that academia, international organizations, economic theory and politics demonize an economic system that has not only lifted out of extreme poverty 90% of the world's population, but has continued to do this faster and faster, and this is morally superior and just. Thanks to free trade capitalism, it is to be seen that the world is now living its best moment. Never in all of mankind's or humanity's history has there been a time of more prosperity than today. This is true for all. The world of today has more freedom, is rich, is more peaceful and prosperous. And this is particularly true for countries that have more freedom and have economic freedom and respect the property rights of individuals, because countries that have more freedom are 12 times richer than those that are repressed, and the lowest decile in terms of distribution in free countries are better off than 90% of the population of repressed countries, and poverty is 25 times lower, and extreme poverty is 50 times lower. And citizens in free countries live 25% longer than citizens in repressed countries. Now, what is it that we mean when we talk about libertarianism? And let me quote the words of the greatest authority on freedom in Argentina, Professor Alberto Venegas Lynch Jr., who says that libertarianism is the unrestricted respect for the life project of others, based on the principle of non-aggression, in defense of the right to life, liberty and property. Its fundamental institutions being private property, markets free from state intervention, free competition, the division of labor, and social cooperation, as part of which success is achieved only by serving others with goods of better quality or at a better price. In other words, capitalists, successful business people are social benefactors who, far from appropriating the wealth of others, contribute to the general well-being. Ultimately, a successful entrepreneur is a hero. And this is the model that we are advocating for the Argentina of the future, a model based on the fundamental principles of libertarianism, the defense of life, of freedom, and of property. Now, if free enterprise capitalism and economic freedom have proven to be extraordinary instruments to end poverty in the world, and we are now at the best time in the history of humanity, it is worth asking why I say that the West is endangered. And I say this precisely because in those of our countries that should defend the values of the free market, private property, and the other institutions of libertarianism, sectors of the political and economic establishment, some due to mistakes in their theoretical framework and others due to a greed for power, are undermining the foundations of libertarianism, opening up the doors to socialism and potentially condemning us to poverty, misery and stagnation. It should never be forgotten that socialism is always and everywhere an impoverishing phenomenon that has failed in all countries where it's been tried out. It's been a failure economically, socially, culturally, and it also murdered over 100 million human beings. The essential problem in the West today is not just that we need to come to grips with those who, even after the fall of the Berlin Wall and the overwhelming empirical evidence, continue to advocate for impoverishing socialism. But there's also our own leaders, thinkers, and academics who, relying on a misguided theoretical framework, undermine the fundamentals of the system that has given us the greatest expansion of wealth and prosperity in our history. The theoretical framework to which I refer is that of neoclassical economic theory, which designs a set of instruments that unwillingly, or without meaning to, ends up
serving the intervention by the state, socialism and social degradation. The problem with neoclassicals is that the model they fell in love with does not map reality, so they put down their mistakes to supposed market failures rather than reviewing the premises of the model. On the pretext of a supposed market failure, regulations are introduced which only create distortions in the price system, prevent economic calculus, and therefore also prevent saving, investment and growth. This problem lies mainly in the fact that not even supposedly libertarian economists understand what the market is, because if they did understand, it would quickly be seen that it's impossible for there to be something along the lines of market failures. The market is not a mere graph describing a curve of supply and demand. The market is a mechanism for social cooperation where you voluntarily exchange ownership rights. Therefore, based on this definition, talking about a market failure is an oxymoron. There are no market failures. If transactions are voluntary, the only context in which there can be a market failure is if there is coercion. And the only one that is able to coerce generally is the state, which holds a monopoly on violence. Consequently, if someone considers that there is a market failure, I would suggest that they check to see if the state intervention involved. And if they find that that's not the case, I would suggest that they check again, because obviously there's a mistake. Market failures do not exist. An example of these so-called market failures described by the neoclassicals are the concentrated structures of the economy. However, without increasing returns to scale functions, whose counterpart are the concentrated structures of the economy, we couldn't possibly explain economic growth since the year 1800 until today. Isn't this interesting? Since the year 1800 onwards, with population multiplying by 8 or 9 times, per capita GDP grown by over 15 times. So there are growing returns which took extreme poverty from 95% to 5%. However, the presence of growing returns involves concentrated structures, what we would call a monopoly. How come then that something that has generated so much well-being for the neoclassical theory is a market failure? Neoclassical economists think outside of the box. When the model fails, you shouldn't get angry with reality, but rather with the model and change it. The dilemma faced by the neoclassical model is that they say they wish to perfect the functioning of the market by attacking what they consider to be failures. But in so doing, they don't just open up the doors to socialism, but also go against economic growth. An example, regulating monopolies, destroying their profits and destroying growing returns automatically would destroy economic growth. In other words, whenever you want to correct a supposed market failure inexorably, as a result of not knowing what the market is, or as a result of having fallen in love with a failed model, you are opening up the doors to socialism and condemning people to poverty. However, faced with the theoretical demonstration that state intervention is harmful and empirical evidence that it has failed couldn't have been otherwise, the solution to be proposed by collectivists is not greater freedom, but rather greater regulation, which creates a downward spiral of regulations until we're all poorer and the life of all of us depends on a bureaucrat sitting in a luxury
office. Given the dismal failure of collectivist models and the undeniable advances in the free world, socialists were forced to change their agenda. They left behind the class struggle based on the economic system and replaced this with other supposed social conflicts which are just as harmful to life as a community and to economic growth. The first of these new battles was the ridiculous and unnatural fight between man and woman. Libertarianism already provides for equality of the sexes. The cornerstone of our creed says that all humans are created equal, that we all have the same unalienable rights granted by the Creator, including life, freedom, and ownership. All that this radical feminism agenda has led to is greater state intervention to hinder the economic process, giving a job to bureaucrats who have not contributed anything to society. Examples, ministries of women or international organizations devoted to promoting this agenda. Another conflict presented by socialists is that of humans against nature, claiming that we human beings damage the planet, which should be protected at all costs, even going as far as advocating for population control mechanisms or the bloody abortion agenda. Unfortunately, these harmful ideas have taken a strong hold in our society. Neo-Marxists have managed to co-opt the common sense of the Western world, and this they have achieved by appropriating the media, culture, universities, and also international organizations. The latter case is the most serious one, probably, because these are institutions that have enormous influence on political and economic decisions of the countries that make up the multilateral organizations. Fortunately, there's more and more of us who are daring to make our voices heard, because we see that if we don't truly and decisively fight against these ideas, the only possible fate is for us to have increasing levels of state regulation, socialism, poverty, and less freedom, and therefore will be having worse standards of living. The West has unfortunately already started to go along this path. I know to many it may sound ridiculous to suggest that the West has turned to socialism, but it's only ridiculous if you only limit yourself to the traditional economic definition of socialism, which says that it's an economic system where the state owns the means of production. This definition, in my view, should be updated in the light of current circumstances. Today, states don't need to directly control the means of production to control every aspect of the lives of individuals. With tools such as printing money, debt, subsidies, controlling the interest rate, price controls, and regulations to correct the so-called market failures, they can control the lives and fates of millions of individuals. This is how we come to the point where, by using different names or guises, a good deal of the generally accepted political offers in most Western countries are collectivist variants, whether they proclaim to be openly communists, fascists, Nazis, socialists, social democrats, national socialists, Democrat Christians, Christian Democrats, neo-Keynesians, progressive, populist, nationalists, or globalists. At bottom, there are no major differences. They all say that the state should steer all aspects of the lives of individuals. They all defend a model contrary to that one which led humanity to the most spectacular progress in its history. We have come here today to invite the rest of the countries in the Western world to get back on the path of prosperity, economic freedom, limited government, and unlimited respect for private property are essential elements for economic growth. And
The impoverishment produced by collectivism is no fantasy, nor is it an inescapable fate. But it's a reality that we Argentines know very well. We have lived through this, we have been through this, because as I said earlier, ever since we decided to abandon the model of freedom that had made us rich, we have been caught up in a downward spiral, as part of which we are poorer and poorer day by day. So this is something we have lived through, and we are here to warn you about what can happen if the countries in the Western world that became rich through the model of freedom stay on this path of servitude. The case of Argentina is an empirical demonstration that no matter how rich you may be or how much you may have in terms of natural resources or how skilled your population may be or educated or how many bars of gold you may have in the central bank. If measures are adopted that hinder the free functioning of markets, free competition, free price systems, if you hinder trade, if you attack private property, the only possible fate is poverty. Therefore, in concluding, I would like to leave a message for all business people here and for those who are not here in person but are following from around the world. Do not be intimidated either by the political class or by parasites who live off the state. Do not surrender to a political class that only wants to stay in power and retain its privileges. You are social benefactors, you're heroes, you're the creators of the most extraordinary period of prosperity we've ever seen. Let no one tell you that your ambition is immoral. If you make money, it's because you offer a better product at a better price, thereby contributing to general well-being. Do not surrender to the advance of the state. The state is not the solution. The state is the problem itself. You are the true protagonists of this story. And rest assured that as from today, Argentina is your staunch, unconditional ally. Thank you very much, and long live freedom. Damn it. Voilà, rien à ajouter à part que tout le monde espère bien évidemment qu'il ne finira pas comme la Mélanie en Italie, la toutou de compagnie de la Ursula von der Leyen. Pour revenir à l'intervention de Javier Milei, je sais qu'elle peut être clairement comprise à double sens pour qui sait entendre, surtout devant le parterre de multinationales et de fonds d'investissement de Davos. Mais au final, seul le temps nous dira qui est vraiment cet homme. Nous sommes dans un jeu d'ombre géant, la vérité commence à se mettre en lumière, mais le chemin est encore très long et semé d'embûches jusqu'en novembre 2024. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime qui est juste en dessous et partagez massivement partout sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez également m'aider avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. À très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.